Il y a 2 jours, 4 astronautes ont améri dans l'océan Pacifique. Et pour la première fois en plus de 50 ans, des êtres humains étaient allés sur la Lune et en étaient revenus vivants. Artemis II est terminé. La capsule repose désormais sur le pont du navire de récupération USS John P. Murtaugh, sanglé, refroidi, photographié sous tous les angles. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen sont de retour à Houston, allongés sur des tables d'examen, entourés de médecins de vol qui scrutent le moindre battement de cœur, le moindre déséquilibre vestibulaire, la moindre anomalie dans leur sang. Le bouclier thermique, lui, est examiné centimètre par centimètre par des ingénieurs qui n'ont pas dormi depuis 2 jours. Et quelque part, à l'intérieur du gigantesque bâtiment d'assemblage vertical du Kennedy Space Center, en Floride, une autre fusée est déjà en train d'être empilée, étage par étage, comme si la précédente n'avait été qu'un prologue. La NASA ne prend pas le temps de célébrer. Elle ne peut pas se le permettre, parce que ce qui vient après Artemis II est à ce point ambitieux, à ce point techniquement exigeant et à ce point compressé dans le temps que l'agence américaine est en train de se demander, dans ses propres couloirs, si elle est vraiment capable d'accomplir en 2 ans ce qu'elle a mis la dernière décennie à préparer. Et la chose que la plupart des gens ne réalisent pas, la chose qui change absolument tout dans la façon dont il faut regarder ce qui vient de se passer, c'est que l'amérissage du 10 avril n'était pas la fin d'une mission. C'était le coup de feu de départ. Le top départ de la campagne lunaire la plus agressive depuis Apollo. Et si vous pensiez que l'humanité retournait simplement sur la Lune, comme une visite de courtoisie à un vieux monde qu'on avait un peu oublié, vous êtes très loin de ce qui est en train de se tramer. Alors, vers quoi exactement la NASA se dirige-t-elle? 3 missions en à peu près 2 ans. Un test d'atterrisseur lunaire qui n'a jamais été tenté auparavant. Un atterrissage habité sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Et le début de ce qu'il faut bien appeler une base permanente au pôle sud lunaire. Tout cela reposant sur du matériel qui, à l'heure où je vous parle, n'a encore jamais transporté un seul être humain. C'est un pari absolument vertigineux. Et il commence, littéralement, cette semaine, avec une capsule qui refroidit encore sur un pont de navire et une équipe d'ingénieurs qui se demande si ce qu'elle vient de voir suffit pour autoriser la suite. La priorité immédiate, c'est le bouclier thermique. Et pour comprendre pourquoi cette pièce d'équipement occupe à ce point l'esprit de tous les responsables du programme, il faut remonter un peu en arrière. Revenir à Artemis I en novembre 2022. À cette époque, la capsule Orion, entièrement vide, avait fait exactement le même voyage que celui que Wiseman, Glover, Koch et Hansen viennent d'accomplir. Un aller-retour vers la Lune, une boucle autour de notre satellite, une rentrée atmosphérique à une vitesse que peu de machines construites par l'homme ont connue. Et au moment de la récupération, quand les ingénieurs avaient inspecté le bouclier, ils avaient découvert quelque chose d'inquiétant. Le matériau ablatif, cette substance appelée avcoate, qui recouvre la base de la capsule et qui est censée se consumer lentement et de manière prévisible pour absorber la chaleur de la rentrée, ne s'était pas consumé comme prévu. Des morceaux entiers s'étaient détachés. Des cratères, des fissures, des zones où la couche protectrice avait cédé de façon irrégulière. Le bouclier avait fait son travail, au sens où les températures à l'intérieur de la capsule n'avaient jamais dépassé les limites de conception.
mais la manière dont il l'avait fait ne correspondait pas aux modèles informatiques. Et ça, dans l'ingénierie spatiale, c'est un problème très sérieux. Parce que quand les modèles se trompent, ça veut dire que quelque chose dans la physique du phénomène n'est pas compris. Et quand quelque chose n'est pas compris, vous ne pouvez pas garantir qu'il se comportera de la même manière la prochaine fois. Vous pouvez avoir eu de la chance. Vous pouvez avoir été proche de la catastrophe sans le savoir. Et la NASA, depuis Challenger, depuis Columbia, a appris, à un prix que l'agence n'oubliera jamais, que les anomalies inexpliquées sont précisément les choses qui finissent par tuer les astronautes. Il faut prendre un moment pour comprendre ce point, parce qu'il est absolument central à la culture du vol spatial habité moderne. Quand Challenger a explosé en janvier 1986, tuant 7 astronautes 73 secondes après le décollage, l'enquête a révélé que l'anomalie qui avait causé la catastrophe, le durcissement par le froid des joints toriques de l'un des propulseurs d'appoint, était connue des ingénieurs. Elle avait été signalée. Elle avait été débattue. Mais elle n'avait pas été traitée comme un risque assez sérieux pour annuler un lancement. 17 ans plus tard, quand Columbia s'est désintégré à la rentrée, tuant 7 autres astronautes, l'enquête a révélé le même genre de situation. Un morceau de mousse d'isolation qui s'était détaché du réservoir extérieur pendant l'ascension avait été observé. Des photos avaient été prises, mais l'impact du morceau de mousse sur le bord d'attaque de l'aile gauche n'avait pas été considéré comme suffisamment dangereux pour déclencher une inspection détaillée en orbite. Quand la navette est rentrée, l'aile avait cédé. Dans les deux cas, la NASA avait en sa possession les données qui auraient pu lui dire qu'il y avait un problème. Dans les deux cas, une culture organisationnelle qui ne prenait pas assez au sérieux les petites anomalies avait empêché ces données d'être traduites en action. Depuis Columbia, la NASA a passé des années à reconstruire cette culture. Elle a adopté des procédures qui obligent n'importe quel ingénieur, à n'importe quel niveau, à faire remonter une inquiétude sans qu'elle soit filtrée ou minimisée. Elle a mis en place des revues de sécurité indépendantes qui peuvent bloquer un lancement même contre l'avis des responsables de programme. Et elle a gravé dans l'esprit de ses équipes une phrase qui est presque devenue un mantra. En cas de doute, arrêtez. Alors, pendant 2 ans, les ingénieurs du programme Orion ont fait ce qu'ils font le mieux. Ils ont démonté le problème. Ils ont reproduit les conditions de rentrée dans des fours à plasma. Ils ont gratté le matériau, analysé sa porosité, étudié comment les gaz chauds qui se forment pendant l'ablation s'échappent ou restent piégés à l'intérieur du composite. Et ils ont fini par comprendre que le problème venait d'une combinaison très spécifique entre la trajectoire choisie et la façon dont l'AVCOAT gérait la chaleur lors de certaines phases de cette trajectoire. La trajectoire d'Orion n'est pas une simple chute. Quand la capsule revient de la Lune, elle arrive beaucoup trop vite pour pouvoir simplement plonger dans l'atmosphère comme le ferait un véhicule en orbite basse. À ces vitesses, elle rebondirait ou elle se désintégrerait. Alors les ingénieurs ont conçu ce qu'on appelle une rentrée par ricochet. La capsule touche les hautes couches de l'atmosphère, utilise cette première interaction pour perdre une partie de son énergie, puis remonte brièvement avant de replonger pour la descente finale. C'est une manœuvre extraordinairement élégante, et c'est elle qui rend possible le retour d'un équipage depuis la Lune. Mais c'est aussi elle qui avait posé problème pendant Artemis 1.
Pendant ce petit rebond, le bouclier thermique passe un certain temps dans une plage de température très particulière. Pas la plus chaude, justement. Une zone intermédiaire où l'ablation se déroule différemment, où la chaleur pénètre plus profondément dans le matériau avant qu'il ne réagisse, et où des poches de gaz peuvent se former sous la surface et la faire éclater par l'intérieur. Pour Artemis II, la NASA a donc modifié la trajectoire de rentrée. Les ingénieurs ont raccourci la distance du ricochet, ils ont ajusté l'angle. Ils ont fait en sorte que la capsule passe le moins de temps possible dans cette plage de température traîtresse. Et ça a fonctionné. L'équipage est rentré sain et sauf. Mais lors de la conférence de presse, qui s'est tenue vendredi soir, juste après l'amérissage, Howard Hu, le directeur du programme Orion, a confirmé ce que tout le monde attendait avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le bouclier est revenu avec des cratères, avec des fissures, avec des signes d'ablation irrégulière. Moins grave que sur Artemis I, semble-t-il, mais toujours présent. Les plongeurs étaient dans l'eau en moins de 3 minutes pour photographier les dégâts pendant que la capsule flottait encore. Des avions spécialement équipés avaient suivi toute la descente en enregistrant des données thermiques en temps réel. Et une fois la capsule hissée sur le pont de l'USS John P. Murtaugh, les premières images envoyées à Houston ont confirmé qu'il restait du travail à faire. La NASA savait que cela allait arriver. L'agence a quand même autorisé la mission, parce qu'elle croyait, sur la base de toutes ses analyses, que la structure sous-jacente tiendrait. Et elle a tenu. Les 4 astronautes ont heurté l'atmosphère à Mach 33, soit environ 40 000 km/h. Ils ont enduré une coupure des communications de 6 minutes pendant que du plasma s'enroulait autour de la capsule, à des températures qui peuvent atteindre près de 2700 degrés Celsius. Ils ont subi une décélération de près de 4 G et ils ont améri pile à l'heure, à 20h07, heure de l'Est américaine, à environ 3140 km du point où ils avaient traversé la haute atmosphère, au large des côtes de la Californie. Chaque parachute s'est ouvert. Chaque système a fonctionné. L'équipage est sorti de l'hélicoptère de récupération debout, par ses propres moyens. Christina Koch a salué les caméras avec ce sourire un peu absent qu'ont les gens qui reviennent d'un endroit dont ils n'ont pas encore fini de réaliser qu'ils l'ont vraiment vu. La mission elle-même s'était déroulée presque sans faute pendant 10 jours. Artemis II avait décollé le 1er avril depuis le Kennedy Space Center, en Floride, à 18h35, heure locale. L'équipage avait passé le premier jour en orbite terrestre haute à effectuer des vérifications de système. Chaque interrupteur, chaque valve, chaque capteur. Puis ils avaient allumé leur moteur pour se placer sur une trajectoire translunaire, ce chemin mathématique délicat qui permet, en économisant au maximum le carburant, d'aller frôler la Lune et de revenir. 3 jours plus tard, le 6 avril, ils ont contourné la face cachée, passant à environ 6500 km au-dessus de la surface lunaire. Et pendant ce survol, ils ont documenté un terrain que jamais un œil humain n'avait vu directement. Jusqu'ici, la face cachée de la Lune n'existait que sous forme de données. Des cartes construites à partir de sondes robotiques, des images envoyées par des orbiteurs. Mais aucun être humain n'avait jamais pu lever les yeux du hublot d'un vaisseau et poser son propre regard sur ces cratères, sur ces montagnes, sur ces plaines de poussière qui tournent éternellement loin de nous. Apollo 8
à Noël 1968, avait bien survolé cette région. Mais depuis, personne. Plus personne. Pendant 57 ans, la face cachée de la Lune était redevenue un territoire fantôme, parcouru seulement par quelques sondes automatiques. Et soudain, là, 4 êtres humains regardaient par le hublot et décrivaient à voix haute ce qu'ils voyaient. Red Wiseman a parlé d'un sentiment impossible à traduire. Jeremy Hansen a pris des photos pendant près d'1 heure. Christina Koch a comparé certaines structures géologiques à celles qu'elle avait étudiées dans les manuels, en disant qu'en vrai, elles ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait imaginé. Et Victor Glover, lui, a simplement laissé échapper une phrase qui allait faire le tour du monde. Il a dit que ça semblait irréel. Et puis, dans un moment que personne n'avait vraiment anticipé, quand le lancement de la mission était initialement prévu pour février, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. La Lune s'est glissée entre le vaisseau et le Soleil. Une éclipse totale, vue depuis l'autre côté de la Lune. La totalité a duré près de 54 minutes. Pendant 54 minutes, 4 êtres humains flottant dans une capsule à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre ont regardé leur étoile disparaître derrière leur satellite, et ils ont été les premiers de l'histoire de notre espèce à voir ce spectacle précis depuis cet angle précis. Victor Glover a dit que ça ressemblait à un rêve qu'il aurait eu enfant. Red Wiseman est resté silencieux pendant presque toute la durée de la totalité. Il faut essayer d'imaginer, un instant, ce que ces 4 personnes ont vu. Depuis la Terre, une éclipse totale de soleil est déjà une des expériences visuelles les plus bouleversantes qu'un être humain puisse vivre. Le ciel s'assombrit, les oiseaux se taisent, la température chute et quelque chose de presque primitif s'éveille chez ceux qui regardent. Mais depuis l'autre côté de la Lune, dans le vide absolu, sans atmosphère pour diffuser la moindre lumière, sans horizon pour ancrer le regard, l'éclipse prend une dimension complètement différente. La couronne solaire, cette aura de plasma qui s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil, devient soudain visible dans toute sa structure filamentaire. Des jets de matière qui sortent des pôles solaires, des boucles coronales qui suivent les lignes de champ magnétique, des éjections de masse coronale qu'un astronome terrestre ne peut jamais espérer observer avec cette netteté. Pendant ces 54 minutes, les 4 astronautes d'Artemis II ont été, littéralement, les êtres humains ayant la meilleure vue sur l'atmosphère extérieure du Soleil de toute l'histoire de l'humanité. Ils ont pris des photos. Beaucoup de photos. Certaines de ces photos seront sans doute utilisées dans des publications scientifiques, parce qu'elles contiennent des détails qui n'étaient pas attendus. Les astronomes, y compris ceux de l'Observatoire de Paris et de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, attendent la publication de ces images avec une impatience qu'ils n'osent pas toujours avouer publiquement. Parce qu'elles représentent un type de données qui n'a encore jamais été collecté par un équipage humain. Ils ont aussi battu le record de distance établi par Apollo 13, ce vieux record qui tenait depuis 56 ans. Apollo 13, c'était cette mission de 1970 qui avait failli tourner à la catastrophe quand un réservoir d'oxygène avait explosé en route vers la Lune, forçant l'équipage à contourner notre satellite sans s'y poser pour utiliser sa gravité comme catapulte de retour. Dans ce contournement, Apollo 13 s'était retrouvé à environ 400 000 km de la Terre.
la distance la plus grande jamais parcourue par des êtres humains. Pendant plus d'un demi-siècle, ce chiffre était resté intouchable. Artemis II vient de le pulvériser. Les 4 astronautes ont atteint environ 406 000 km de la Terre. Ce qui peut sembler être un détail pour quelqu'un qui regarde cela depuis son canapé, mais qui ne l'est pas. Parce que chaque kilomètre supplémentaire, quand on s'éloigne de la Terre, représente des contraintes supplémentaires sur les systèmes de communication, sur la gestion thermique, sur l'énergie, sur l'autonomie psychologique d'un équipage qui se sait désormais vraiment, définitivement, très loin de tout secours. Jeremy Hansen, ancien pilote de chasse des forces aériennes royales canadiennes, est devenu le premier Canadien de l'histoire à voler au-delà de l'orbite terrestre basse. C'est une fierté immense pour l'Agence spatiale canadienne, partenaire historique de la NASA, et pour un pays qui a toujours contribué aux programmes spatiaux sans jamais y envoyer ses propres citoyens aussi loin. Christina Koch, qui détenait déjà le record du plus long vol spatial réalisé par une femme, avec 328 jours passés à bord de la Station spatiale internationale, a ajouté une nouvelle ligne à un palmarès déjà extraordinaire. Elle est maintenant la première femme à avoir volé au-delà de l'orbite terrestre basse. La première femme à avoir vu la Lune de près. Victor Glover, lui, est devenu le premier astronaute noir à voler vers la Lune. Un fait qui, 65 ans après le début des vols habités, dit peut-être quelque chose sur le chemin parcouru et sur celui qu'il reste à parcourir. Quand on lui a demandé, lors de la conférence de presse, ce qu'il ressentait, il a simplement répondu qu'il pensait à tous les enfants qui le regardaient et qui allaient se dire, ce soir, que cette porte désormais était ouverte pour eux aussi. Mais le problème du bouclier thermique n'est pas résolu. Il est étudié. Et ce n'est pas le seul problème que la mission a laissé sur la table. Pendant la conférence de presse qui a suivi l'amérissage, les responsables de mission ont listé plusieurs systèmes qui demandent de l'attention avant qu'Artemis III ne puisse voler. Le module de service d'Orion, celui qui fournit la propulsion et l'énergie, a besoin d'une valve redessinée. Une valve d'un circuit de pressurisation qui s'est comporté de manière imprévue à certains moments du vol. Rien de catastrophique, mais quelque chose qui, si les conditions avaient été un peu différentes, aurait pu créer des complications. Les toilettes, aussi, sont tombées en panne pendant la mission. Un problème qui semble mineur, presque anecdotique, jusqu'à ce qu'on réalise que 4 personnes sont enfermées dans une capsule de la taille d'un gros monospace pendant 10 jours, sans aucun moyen d'ouvrir une fenêtre, et qu'une panne de toilette à bord d'un vaisseau spatial n'a absolument rien d'anecdotique. L'équipage a su improviser, comme les astronautes le font toujours. Mais chaque improvisation sur orbite est une improvisation qui prend du temps, qui ajoute du stress et qui pourrait, dans une mission plus longue, devenir un vrai problème sanitaire. L'administrateur associé de la NASA, Amit Kshatriya, a reconnu que le calendrier est tendu. Le délai entre aujourd'hui et Artemis III est d'environ 15 mois. Et l'agence est encore en train d'apprendre à avancer au rythme que son propre calendrier lui impose. Ces mots, devant les journalistes, ont été très directs. Continuez à voler, continuez à apprendre, continuez à itérer. C'est une philosophie qui ressemble un peu à celle de certains constructeurs aéronautiques européens, à Airbus Defence and Space par exemple, qui ont appris à leurs dépens pendant des années que vouloir atteindre la perfection avant de voler
est souvent la meilleure façon de ne jamais voler du tout. Mais c'est aussi une philosophie qui inquiète les plus prudents. Parce que voler, apprendre et itérer, c'est acceptable quand on teste un avion sans pilote. C'est plus délicat quand on met des êtres humains à l'intérieur. La correction pour le bouclier thermique, une formulation redessinée de l'AFCOAT avec une meilleure perméabilité pour permettre au gaz de s'échapper proprement, est déjà en cours d'intégration dans les capsules destinées à Artemis 3 et Artemis 4. La question à laquelle la NASA doit répondre maintenant, et elle doit y répondre vite, c'est de savoir si les données de la rentrée de vendredi, combinées à celles d'Artemis 1, donnent suffisamment confiance pour certifier le nouveau design sans devoir mener un autre vol d'essai sans équipage. La réponse à cette question façonne toute la suite du calendrier. Artemis 3 est la prochaine mission, et elle n'est pas du tout ce que la plupart des gens imaginent. Pendant des années, Artemis 3 devait être la grande. La mission où des humains atterriraient sur la Lune pour la première fois depuis que Gene Cernan était remonté dans son module lunaire, en décembre 1972, et qu'il avait dit, en posant un pied sur l'échelle, qu'il espérait qu'un autre humain reviendrait bientôt. Bientôt, à l'époque, ça voulait dire quelques années. En réalité, cela a pris plus d'un demi-siècle. Artemis 3 devait donc être la réparation de cette longue absence. 2 astronautes devaient descendre au pôle sud lunaire, à bord du Starship Human Landing System de SpaceX. Ils devaient passer environ 1 semaine à collecter des échantillons et à mener des expériences. Et ils devaient ensuite remonter pour retrouver Orion, toujours en orbite lunaire. Ce devait être une mission de 30 jours. Le vol spatial habité le plus complexe jamais tenté. Ce plan est mort. En janvier 2026, la NASA a officiellement reporté Artemis 3 au plus tôt à 2028. Puis, 5 semaines plus tard seulement, le 27 février, l'administrateur de la NASA Jared Isaacman a complètement retourné la situation. Artemis 3 a été ramené à mi-2027, mais avec une condition majeure. La mission n'irait plus sur la Lune, pas même près. Au lieu de cela, Artemis 3 lancera un équipage de 4 personnes à bord d'Orion sur le lanceur Space Launch System, volera en orbite terrestre basse et tentera quelque chose qui n'a jamais été fait avec ces véhicules. L'équipage réalisera un rendez-vous orbital, puis s'amarrera à un ou, éventuellement, aux 2 atterrisseurs lunaires commerciaux, le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin, qui auront été lancés séparément sur leur propre fusée. Les astronautes entreront physiquement à l'intérieur de ces atterrisseurs. Ils testeront les systèmes de propulsion. Ils évalueront le support de vie. Ils vérifieront les communications. Et pour la première fois, ils enfileront les nouvelles combinaisons spatiales Axiom Extravehicular Mobility Unit, celles que les futurs marcheurs lunaires porteront à la surface. Pensez-y comme à la répétition générale du programme Artemis. La comparaison que la NASA ne cesse de faire, c'est celle avec Apollo 9, en mars 1969. Une mission que presque personne ne se rappelle. Les astronautes Jim McDivitt et Rusty Schweickart avaient fait voler le module lunaire en orbite terrestre pour la première fois. Ils avaient testé le rendez-vous et l'amarrage. Ils avaient effectué une sortie dans l'espace dans la combinaison qui, 4 mois plus tard, allait marcher sur la Lune avec Apollo 11. Apollo 9 n'obtient jamais la gloire d'Apollo 11.
Personne ne s'en souvient comme d'une mission spectaculaire. Il n'y a pas de photo iconique d'Apollo 9. Pas de mots célèbres gravés dans la mémoire collective. Mais sans elle, Apollo 11 n'existe pas. Parce que c'est Apollo 9 qui a prouvé que le module lunaire fonctionnait avec des gens à l'intérieur. C'est Apollo 9 qui a validé le scaphandre qui serait utilisé pour marcher sur la mer de la Tranquillité. C'est Apollo 9 qui a donné confiance aux dirigeants de la NASA de l'époque pour autoriser le pas suivant. Artemis 3, c'est cette mission. C'est le terrain d'essai pour chaque morceau de matériel qui devra transporter des humains jusqu'à la surface lunaire. Et en ce moment même, cette semaine, la NASA n'a pas encore finalisé si elle s'amarrera à un seul atterrisseur ou aux deux, si elle volera en orbite terrestre basse ou dans une orbite plus haute qui simulerait mieux les conditions thermiques près de la Lune, ou encore lequel des deux véhicules, celui de SpaceX ou celui de Blue Origin, passerait en premier. Ces décisions dépendent en partie de la vitesse à laquelle SpaceX et Blue Origin pourront préparer et lancer leurs atterrisseurs. Le défi de SpaceX est proprement ahurissant. Le Starship Human Landing System doit atteindre l'orbite, puis être ravitaillé par au moins 14 vols séparés de véhicules ravitailleurs, depuis un dépôt de carburant prépositionné en orbite que SpaceX doit aussi construire et remplir. Chaque vol ravitailleur utilise un autre Starship. Cela veut dire qu'il faut construire suffisamment de Starships, les lancer suffisamment souvent, dans une fenêtre de temps suffisamment courte pour que le carburant cryogénique à l'intérieur du dépôt ne s'évapore pas avant d'être utilisé. La logistique de transférer autant de méthane liquide et d'oxygène liquide en orbite entre des véhicules qui n'ont jamais effectué de transfert orbital de carburant avec des systèmes certifiés pour transport humain, puis de pousser l'atterrisseur entièrement chargé jusqu'à un rendez-vous avec Orion, tout cela dans une fenêtre de lancement précise, est un problème d'ingénierie qui aurait semblé impossible il y a 10 ans. Il est peut-être encore impossible aujourd'hui. L'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin adopte une approche différente, plus petit, plus conventionnel à certains égards. Il repose sur un système à hydrogène qui demande moins de ravitaillement en vol, mais qui pose d'autres défis, notamment le maintien de l'hydrogène liquide à des températures extrêmement basses pendant de longues périodes. Lui aussi n'a jamais volé avec des êtres humains à bord. Les deux compagnies doivent terminer des démonstrations d'atterrissage lunaire sans équipage, avant que la NASA n'autorise la présence de personnes à l'intérieur. Un rapport publié en mars par le bureau de l'inspecteur général de la NASA notait que ces démonstrations ne seraient pas complètement représentatives des véhicules habités. Traduction: la première fois que ces atterrisseurs transporteront des astronautes dans leur configuration finale sera peut-être la mission réelle elle-même. Pas un essai, pas un test. La vraie chose, si aucune des deux entreprises n'est prête à temps, la NASA a un problème. Artemis 3 sans atterrisseur n'est pas Artemis 3. C'est juste un autre vol d'Orion. Un vol utile, certes, parce qu'il permettrait encore de tester la capsule avec un équipage dans des conditions plus exigeantes. Mais ce serait une énorme déception pour un programme qui a promis, depuis des années, un pas en avant historique. Et cela repousserait tout le reste. Les atterrissages lunaires, la construction de la base, la démonstration, face au monde entier, que l'Amérique peut encore retourner sur la Lune quand elle le décide. Alors l'agence a mis une pression énorme sur SpaceX et sur Blue Origin.
Des équipes d'ingénieurs de la NASA sont maintenant intégrées au site de développement des deux compagnies. Des revues hebdomadaires, des audits mensuels, un niveau d'attention qui rappelle, à certains vétérans du programme, les dernières étapes de la préparation d'Apollo, quand chaque soudure, chaque circuit, chaque boulon était vérifié par 3 personnes différentes avant que quoi que ce soit ne soit certifié pour le vol. En supposant que le test d'atterrisseur réussisse, tout se déplace vers Artemis 4. Début 2028. Le premier atterrissage lunaire habité en 56 ans. 4 astronautes lanceront à bord du Space Launch System et d'Orion et voleront vers l'orbite lunaire. Un atterrisseur commercial, soit le Starship, soit le Blue Moon, aura déjà été lancé séparément et placé dans une orbite polaire elliptique, avec un point bas d'environ 100 km au-dessus de la surface. Orion s'amarrera à l'atterrisseur. 2 astronautes passeront à l'intérieur. Ils descendront. Et pour la première fois, depuis le 14 décembre 1972, des bottes humaines s'enfonceront dans le régolithe lunaire. Pensez à ce que cela signifie. La dernière fois qu'un être humain a touché la Lune, la guerre du Vietnam n'était pas encore finie. Les premiers ordinateurs personnels n'existaient pas. Le réseau Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'était même pas une idée dans la tête des chercheurs. 56 ans d'histoire humaine entière se sont écoulés sans qu'un seul pied humain ne touche un autre monde. Et puis, en 2028, si tout se passe comme prévu, ce silence de plus d'un demi-siècle sera brisé. Le site d'atterrissage sera situé près du pôle sud lunaire, une région qu'aucun humain et très peu de robots n'ont jamais visitée. Le pôle sud n'a rien à voir avec les plaines équatoriales plates où les astronautes d'Apollo sautillaient en basse gravité sous un soleil constant. C'est un endroit de pénombre permanente où le sol de certains cratères n'a pas vu la lumière du soleil depuis des milliards d'années. Les températures dans ces ombres descendent jusqu'à environ moins 235 degrés Celsius. Et piégés dans ce froid, selon les données orbitales recueillies par des instruments comme le Lunar Reconnaissance Orbiter, il y a de l'eau sous forme de glace. Peut-être beaucoup. Si vous pouviez vous tenir au bord d'un de ces cratères en ombre permanente et regarder vers le bas, vous ne verriez rien. Une obscurité absolue. Pas d'atmosphère pour diffuser la lumière. Pas de lueur réfléchie. Juste un vide creusé dans la surface de la Lune. Assez froid pour geler le dioxyde de carbone à l'état solide, contenant de la glace qui a peut-être été livrée là par des comètes des milliards d'années avant que la vie n'apparaisse sur Terre. Cette glace, c'est la raison pour laquelle la NASA a choisi le pôle Sud. L'eau, ça veut dire de l'eau potable pour les astronautes. Ça veut dire de l'oxygène à respirer. Et quand vous séparez l'eau en hydrogène et en oxygène, ça veut dire du carburant pour les fusées. Le pôle sud lunaire n'est pas seulement une destination scientifique. C'est une station-service pour tout ce qui viendra après. C'est le moyen de transformer la Lune d'étape intouchable en tremplin habitable. Sans cette glace, chaque kilogramme d'eau, chaque kilogramme de carburant qu'un équipage utiliserait sur la Lune devrait être lancé depuis la Terre. Et lancer des choses depuis la Terre, quand il s'agit de les envoyer jusqu'à la Lune, coûte une fortune astronomique. Chaque kilogramme économisé est un kilogramme qu'on peut consacrer à des instruments scientifiques, à de la nourriture, à des équipements plus lourds, à des modules d'habitation. L'équation économique de tout le programme dépend, en fin de compte,
de la capacité à extraire cette glace et à l'utiliser. Et il faut insister sur un point que peu de gens comprennent vraiment. Extraire de la glace lunaire, ce n'est pas comme creuser un trou dans la neige d'un glacier alpin. Le régolithe lunaire est abrasif, chargé électrostatiquement à cause des bombardements de rayonnement cosmique, et il s'infiltre partout. Les astronautes d'Apollo avaient découvert, à leur grande surprise, que la poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, à leurs outils, aux joints de leurs modules, avec une ténacité que personne n'avait anticipée. Plusieurs ont rapporté que quelques heures après leur retour à l'intérieur de leur module, l'odeur, caractéristique, ressemblait à celle de la poudre à canon. Cette poussière, quand elle est mélangée à de la glace dans les régions polaires, forme un mélange dur comme de la roche. Et il faudra développer des machines capables de l'extraire, de le chauffer, de séparer la glace des autres composants et de la stocker sans qu'elle ne s'évapore. Aucune de ces machines n'existe encore sous forme opérationnelle. Plusieurs équipes, dans plusieurs pays, travaillent sur des prototypes. Au CNES, en France, comme dans les laboratoires de l'ESA en Allemagne et aux Pays-Bas, des chercheurs testent des concepts de fours solaires qui pourraient, à terme, être miniaturisés et envoyés sur la Lune. Mais pour l'instant, tout cela reste au stade des expériences de laboratoire. Et la fenêtre de temps entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui doit exister pour qu'une base lunaire fonctionne vraiment est extrêmement courte. La NASA a identifié 9 régions candidates pour un atterrissage près du pôle. Chacune contient plusieurs sites spécifiques. Le choix final dépendra de l'atterrisseur qui volera et de ses capacités. Certains sites offrent un meilleur accès aux régions en nombre permanente. D'autres fournissent une illumination solaire plus constante, nécessaire pour la production d'énergie par panneaux photovoltaïques. Tous sont situés sur un terrain beaucoup plus accidenté et complexe que tout ce qu'Apollo a jamais tenté. Quand les astronautes d'Apollo se posaient sur la mer de la Tranquillité, ils arrivaient dans une plaine, presque plate, presque vide, presque rassurante. Le pôle Sud, c'est une autre affaire. C'est un paysage cassé par des millions d'années d'impact. Des montagnes sans érosion, aux bords affûtés, qui projettent des ombres, qui descendent presque verticalement parce que le Soleil, à ses latitudes lunaires, reste très bas sur l'horizon. Naviguer visuellement dans un endroit pareil, avec des zones éclairées et des zones d'obscurité absolue, parfois à quelques mètres l'une de l'autre, est un défi pour les yeux et pour l'esprit. Les 2 astronautes passeront environ 1 semaine à la surface. Ils effectueront au moins 2 sorties extravéhiculaires en utilisant les combinaisons Axiom testées lors d'Artemis 3. Ils déploieront un sismomètre appelé Lunar Environment Monitoring Station, conçu pour écouter les vibrations internes de la Lune et cartographier la structure de sa croûte et de son manteau. C'est un instrument dont les descendants lointains pourraient ressembler aux capteurs sismiques qu'on trouve dans nos observatoires terrestres, comme ceux que gère le CNRS à travers le réseau sismologique et géodésique français. Ils collecteront des échantillons d'une région de la Lune qui n'a jamais été touchée par des mains humaines. Des échantillons dont certains seront analysés des années plus tard, dans les laboratoires du Centre national d'études spatiales ou à l'Institut d'astrophysique de Paris, parce qu'une partie du matériel rapporté de toute mission lunaire américaine est systématiquement partagée avec des partenaires scientifiques internationaux, et que la France, à travers ses institutions,
est depuis des décennies l'une de ses partenaires. Puis ils remonteront dans l'atterrisseur, ascensionneront jusqu'à l'orbite, s'amarreront à Orion et feront le voyage du retour. L'ensemble de la mission devrait durer environ 30 jours, du lancement à l'amérissage. Pour mettre cela en perspective, le plus long séjour à la surface pendant Apollo a duré 3 jours. Artemis 4 maintiendra 2 personnes sur la Lune pendant 1 semaine et 4 personnes dans l'espace lunaire pendant 1 mois. Le saut de complexité est énorme. Chaque jour supplémentaire passé loin de la Terre, c'est une journée supplémentaire où quelque chose peut mal tourner. Une journée supplémentaire pendant laquelle les astronautes doivent gérer leur fatigue, leur sommeil, leurs émotions, dans un environnement où la moindre erreur peut être fatale. Et une journée supplémentaire pendant laquelle les contrôleurs au sol, à Houston, doivent rester totalement concentrés, totalement alertes, totalement présents. Quel atterrisseur obtiendra le rôle dépend des résultats d'Artemis 3. Si SpaceX démontre un rendez-vous et un amarrage réussi du Starship en 2027, et si son véhicule est certifié, alors le Starship vole. Si le Blue Moon de Blue Origin est prêt et performe bien, alors c'est Blue Moon qui vole. Si les deux sont prêts, la NASA choisit celui qui offre la meilleure marge de sécurité. La décision n'a pas été prise. Elle ne peut pas être prise avant que les données d'essai n'existent. Et puis, avant même que la poussière soulevée par l'atterrissage d'Artemis 4 ne soit retombée, la NASA veut y retourner. Artemis 5 est ciblé pour la fin de 2028, juste quelques mois après Artemis 4. C'est là que le langage change. C'est là que la NASA arrête de parler de mission et commence à parler d'une base. Artemis 5 sera le 2e atterrissage avec équipage. 2 astronautes descendront au pôle sud, à bord du Blue Moon de Blue Origin. Ils conduiront. Pour la première fois depuis Apollo 17, des astronautes auront un rover à leur disposition. Un nouveau véhicule tout-terrain lunaire, conçu pour l'environnement polaire, pré-positionné à la surface par une livraison de cargo antérieure. Ils passeront environ 1 semaine à explorer, couvrant plus de terrain que n'importe quel équipage d'Apollo n'a réussi à parcourir en 3 jours avec le rover lunaire d'origine. Mais le véritable objectif d'Artemis 5, c'est la construction. Cette mission, c'est celle où la NASA s'attend à commencer physiquement à bâtir l'infrastructure d'un avant-poste lunaire permanent. Les détails sont encore en train d'être définis, mais l'architecture générale prévoit des systèmes de production d'énergie, des antennes de communication et des plateformes de mobilité livrées à la surface par des atterrisseurs cargo robotiques sous le programme commercial Lunar Payload Services de la NASA. L'équipage d'Artemis 5 sera les premiers humains à interagir avec ces systèmes prédéployés, à activer l'équipement, à connecter des modules, à vérifier que ce que les robots ont posé est bien là où il faut et fonctionne comme prévu. Imaginez arriver sur un chantier où personne n'a encore jamais mis les pieds. Les matériaux ont été livrés. Les plans ont été fournis. Mais rien n'a encore été vraiment assemblé. Et vous avez 1 semaine dans un scaphandre à la surface d'un autre monde pour commencer à donner forme à quelque chose qui doit survivre aux décennies qui suivront. L'administrateur Isaac Mann a décrit cela comme la première phase d'un plan en 3 étapes. La phase 1, c'est construire, tester, apprendre. Envoyer de l'équipement, le tester,
découvrir ce qui casse. Et on peut être certain qu'il y aura des choses qui casseront. C'est toujours le cas. Toujours. La phase 2 ajoute de l'infrastructure semi-habitable, des abris, des postes de travail, des éléments qui étendent la durée pendant laquelle les astronautes peuvent rester sur la Lune. La phase 3, c'est la présence soutenue, des équipages se relayant dans une base fonctionnelle tous les 6 mois, vivant et travaillant sur la Lune pendant des semaines ou des mois à la fois. L'objectif de la NASA pour une habitation humaine continue est fixé à 2032. Dans cette vision, à cette date, l'agence imagine des missions longue durée à la surface utilisant la propulsion nucléaire pour explorer des cratères et des régions situées très loin du site d'atterrissage initial. Il prévoit d'utiliser le régolithe lunaire, cette poudre fine qui recouvre la surface, pour imprimer en 3 dimensions des composants structurels et pour en extraire de l'oxygène, de l'eau et des matières premières. La Lune cesse d'être une destination. Elle devient une usine. 20 milliards de dollars sur 7 ans. Des dizaines de missions. Des partenaires commerciaux lançant du cargo à une cadence qui n'a aucun précédent historique pour les opérations lunaires. Un réacteur nucléaire, environ 10 000 fois moins puissant qu'une centrale nucléaire terrestre classique, mais assez petit pour tenir dans une voiture déployée à la surface pour maintenir les lumières allumées pendant la nuit lunaire de 14 jours, quand les panneaux solaires ne servent plus à rien. C'est un chiffre intéressant quand on y pense. Les réacteurs nucléaires civils, ceux qui fournissent de l'électricité à des villes entières, comme ceux qu'exploite EDF sur le territoire français, produisent typiquement autour de 1000 mégawatts électriques. Le petit réacteur lunaire que la NASA prévoit de déployer produira moins de 100 kilowatts. Mais pour un avant-poste de quelques astronautes, dans un environnement où la consommation est soigneusement calibrée et où chaque watt compte, c'est amplement suffisant. Et surtout, c'est fiable. Un réacteur, contrairement à un panneau solaire, ne s'arrête pas quand le soleil disparaît. Sur la Lune, où la nuit dure 2 semaines terrestres entières, cette différence peut être une question de vie ou de mort pour un équipage. Isaac Mann a même annoncé, juste avant le lancement d'Artemis II, que la NASA construisait un vaisseau expérimental à propulsion nucléaire destiné à atteindre Mars d'ici la fin de 2028. Pas pour s'y poser, pour prouver que le concept de propulsion fonctionne. Qu'il soit réussi ou non, les données alimentent directement le programme lunaire. Parce qu'un système de propulsion nucléaire qui peut amener un vaisseau jusqu'à Mars est exactement le genre de système dont on aura besoin pour déplacer des quantités importantes de matériel entre la Terre et la Lune, et pour permettre à des véhicules lourds de manœuvrer dans le voisinage lunaire sans avoir à emporter des tonnes de carburant chimique. C'est un projet qui, il y a encore 5 ans, aurait été considéré comme de la science-fiction, et qui est maintenant, officiellement, sur la feuille de route, avec des ingénieurs qui y travaillent à temps plein, avec un budget, avec une date. Le Lunar Gateway, cette station spatiale en orbite près de la Lune, que la NASA avait planifiée pendant des années, est mort. Annulé en mars 2026. L'agence a décidé de rediriger l'argent et les talents d'ingénierie vers la base de surface à la place. Les modules et le matériel qui avaient été conçus à l'origine pour le Gateway sont réassignés. Certains sont repensés pour servir d'abri temporaire à la surface. D'autres, comme le module d'habitation européen iHub,
qui devait être construit en partie par Thales Alenia Space en Italie et qui intégrait des éléments conçus en France, voient leurs fonctions redistribuées à l'intérieur de l'architecture lunaire générale. La contribution européenne au programme Artemis n'est pas perdue. Elle est simplement redéployée. Le focus devient la poussière lunaire, pas l'orbite. Des bottes au sol, pas des expériences dans une boîte en métal qui tourne à 400 000 km de tout secours. Cette décision a fait couler de l'encre. Certains scientifiques soutenaient que le Gateway offrait des possibilités uniques pour la recherche dans l'environnement cislunaire. D'autres affirmaient qu'une station de plus, habitée de manière intermittente, risquait de devenir un gouffre financier sans retour proportionnel. La NASA, sous pression budgétaire, a tranché en faveur du deuxième camp. Le lanceur SLS lui-même a bien failli mourir aussi. En mai 2025, la proposition budgétaire de l'administration Trump appelait à l'annulation du SLS et d'Orion après Artemis 3, citant le coût de la fusée, soit environ 4 milliards de dollars par lancement. Pendant quelques mois, tout l'avenir du programme, au-delà des 3 premiers vols, était en question. Imaginez l'inquiétude dans les couloirs du Johnson Space Center à Houston. Des ingénieurs qui avaient à consacrer des années de leur vie à ce programme, qui le regardaient être potentiellement démantelé pour des raisons purement comptables. Certains, à l'époque, ont commencé à envoyer leur CV à d'autres entreprises du secteur spatial. D'autres ont tenu bon, persuadés que le Congrès ne laisserait pas tomber un programme aussi visible. Et à travers tout cela, l'incertitude pesait sur les partenaires internationaux, qui se demandaient si leurs investissements allaient être perdus. L'Agence spatiale européenne, en particulier, avait engagé des centaines de millions d'euros dans le module de service d'Orion et se demandait ce qui arriverait à ces contrats si les versions ultérieures d'Artemis étaient annulées. Les directeurs de l'ESA multipliaient les réunions avec leurs homologues américains pour obtenir des garanties que les engagements seraient tenus. Des députés européens posaient des questions au Parlement de Strasbourg sur l'avenir de la contribution européenne. Les discussions étaient tendues, parfois âpres, et elles se déroulaient dans un contexte où la confiance entre l'Europe et les États-Unis était déjà mise à rude épreuve par d'autres dossiers. Puis, le 4 juillet 2025, la loi qu'on a fini par appeler One Big Beautiful Bill Act a été signée. Et enfoui dans cette législation, il y avait un financement pour maintenir SLS et Orion en vol au-delà d'Artemis 3. La fusée a survécu. Mais l'épisode a révélé à quel point la glace politique sous laquelle nage ce programme est fine. Chaque cycle électoral, chaque bagarre budgétaire, chaque changement de priorité à la Maison-Blanche est un potentiel événement d'extinction pour Artemis. Et cette fragilité politique est quelque chose qui rend beaucoup d'observateurs européens profondément pensifs. Parce qu'en France, par exemple, les grands programmes spatiaux, comme ceux du CNES ou comme Ariane, bénéficient d'une forme de continuité que le modèle américain ne garantit pas. Quand la France s'engage sur un programme de 15 ans, elle peut raisonnablement espérer que ce programme survivra à 2 ou 3 changements de gouvernement, parce que l'administration spatiale nationale, les commissions parlementaires dédiées et l'industrie elle-même travaillent de concert pour protéger cette continuité. Aux États-Unis, le président peut, pratiquement du jour au lendemain, annuler ou redéfinir un programme qui mobilise des dizaines de milliers de personnes et des dizaines de milliards de dollars. C'est un risque systémique
qu'Artémis porte dans ses gènes depuis sa naissance et que personne n'a encore trouvé le moyen d'éliminer. Et il y a une course à laquelle la plupart des gens ne prêtent pas attention. Une course silencieuse. Une course qui ne fait pas la une des journaux tous les jours, mais qui est suivie de très près dans les bureaux de la NASA, dans ceux du département d'État et dans ceux de tous les partenaires internationaux du programme, y compris à Paris, à Cologne et à Bruxelles. Le programme lunaire chinois avance vite, très vite. La Chine a déjà posé des robots sur la face cachée de la Lune, quelque chose qu'aucun autre pays au monde n'a fait. Pas les États-Unis, pas la Russie, pas l'Europe, pas le Japon, pas l'Inde. Personne. La mission Chang'e 4, en 2019, s'est posée dans le cratère von Karman, dans le bassin Aitken du pôle Sud, et y a envoyé un petit rover qui a roulé sur une surface que personne avant n'avait jamais touchée. Plus récemment, Chang'e 6 a ramené des échantillons depuis la face cachée. Des roches qui, pour la première fois dans l'histoire humaine, venaient d'une partie de la Lune dont nous n'avions jamais eu d'échantillon direct. Les scientifiques chinois analysent ces roches en ce moment même, et certaines de leurs publications sont déjà en train de réécrire ce qu'on croyait savoir sur la formation et l'histoire de notre satellite. L'objectif déclaré de la Chine est un atterrissage lunaire habité avant 2030, avec leur propre plan pour une base permanente qui suivra. Leur calendrier est agressif, mais réaliste. Ils ont déjà testé leur propre capsule habitée, Mengzhou, qui est l'équivalent chinois d'Orion, lors d'un vol d'essai sans équipage en 2020. Ils construisent leur propre atterrisseur lunaire. Ils développent leur propre scaphandre de surface. Et ils ont un avantage énorme par rapport à la NASA sur un point précis. Leur programme n'est pas soumis aux aléas d'un cycle électoral de 4 ans. Les décisions prises en 2020 restent valables en 2025 et resteront valables en 2030. Les budgets ne sont pas menacés d'annulation chaque année. Les priorités ne changent pas à chaque changement d'administration. C'est un mode de fonctionnement qui, d'un point de vue démocratique, pose des questions légitimes. Mais d'un point de vue purement spatial, il produit une constance et une prévisibilité que peu de programmes occidentaux peuvent égaler. Le calendrier de la NASA, s'il tient, mettrait des bottes américaines sur la Lune 2 ans avant que la Chine n'y arrive. S'il glisse, cette marge s'évapore. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Le calendrier d'Artémis a déjà glissé plusieurs fois. Ce qui était prévu pour 2024 est devenu 2025, puis 2026, puis 2027, puis 2028. Chaque année, chaque rapport de l'inspecteur général, chaque audit indépendant suggère qu'il pourrait encore glisser d'1 année supplémentaire. Et pendant ce temps, la Chine avance. Le programme chinois n'a pas connu de retard majeur depuis plus d'1 décennie. Ils disent qu'ils iront sur la Lune en 2030. Il y a de fortes chances qu'ils y aillent vraiment en 2030. Ou peut-être en 2029, s'ils peuvent accélérer. Ce qui signifie que la fenêtre dans laquelle l'Amérique peut encore arriver, la première, se rétrécit mois après mois. Et à l'intérieur de la NASA, cette pression, même si personne n'en parle publiquement, est une réalité quotidienne. Il y a des vétérans du programme qui se souviennent de ce que ça faisait, dans les années 60, de vivre dans une course similaire contre l'Union soviétique.
Il raconte l'atmosphère dans les couloirs de Houston pendant les années 65 et 66, quand chaque nouvelle mission soviétique était scrutée avec angoisse. Il raconte les nuits blanches, les discussions houleuses, la pression de savoir qu'un adversaire visible, tangible, était en train de courir sur la même piste. Et ils disent que la pression actuelle, même si elle est différente dans sa nature, rappelle cette époque. La différence, c'est que dans les années 60, l'ennemi était facile à désigner publiquement. Aujourd'hui, pour des raisons diplomatiques, la NASA évite soigneusement de formuler les choses comme une course contre la Chine. Personne ne veut transformer un partenariat scientifique complexe, avec une puissance qui est à la fois rivale et partenaire économique, en une confrontation ouverte. Mais en interne, dans les réunions fermées, dans les notes de stratégie, dans les audits budgétaires que le Congrès examine à huis clos, tout le monde sait ce qui est en jeu. Celui qui arrive en premier écrit les règles, les normes techniques, les accords internationaux sur l'utilisation des ressources lunaires, les traités sur les zones d'exploitation potentielles, tout cela sera influencé pour des décennies par le pays dont les astronautes fouleront le sol polaire en premier. Ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, c'est une question de construction de l'ordre mondial spatial de la seconde moitié du XXIe siècle. Et à ce jeu-là, l'Europe, la France, l'Agence spatiale européenne sont dans une position particulière, pas assez grande pour jouer seules, mais assez importante pour peser sur les choix de leurs partenaires. L'ESA a choisi depuis longtemps de miser sur la coopération avec les États-Unis pour Artemis, tout en gardant des canaux ouverts avec la Chine pour d'autres missions. Cette double posture est un équilibre délicat, mais c'est probablement le meilleur que l'Europe puisse tenir dans un monde où les rapports de force spatiaux sont en train de se réorganiser. Rien de tout cela n'est garanti. Le bouclier thermique doit fonctionner avec la nouvelle formulation. Les atterrisseurs doivent voler. SpaceX doit résoudre le problème du ravitaillement orbital à une échelle que personne n'a jamais tentée. 14 vols ravitailleurs remplissant un dépôt qui n'existe pas encore. Blue Origin doit livrer un véhicule qui n'a jamais quitté le sol avec des humains à son bord. Les combinaisons Axiom doivent fonctionner dans des conditions qui ne peuvent pas être entièrement reproduites sur Terre. Le Congrès américain doit continuer à financer un programme qui coûte des milliards par an à une époque où les pressions budgétaires sont permanentes. Et tout cela doit se produire selon un calendrier qui suppose que presque rien ne va sérieusement mal tourner. Chaque maillon de cette chaîne doit tenir. Et c'est là, précisément, qu'on commence à comprendre pourquoi ce qui s'est passé il y a 2 jours compte autant. Parce que chacun de ces maillons, avant Artemis II, n'était qu'une hypothèse. Après Artemis II, certains de ces maillons sont des certitudes. Pas tous, mais certains. Et cela change la donne. Mais debout ici, 2 jours après l'amérissage, l'image est plus claire qu'elle ne l'a été depuis des années. Artemis II a prouvé qu'Orion peut maintenir 4 humains en vie dans l'espace lointain pendant 10 jours. Elle a prouvé que le bouclier thermique, imparfait comme il l'est, peut les ramener depuis une vitesse lunaire. Elle a prouvé que le Space Launch System peut placer un équipage sur une trajectoire vers la Lune et les ramener. Elle a prouvé que le module de service européen, construit par Airbus à Brême, en Allemagne, avec des contributions d'ingénierie venant de plusieurs pays européens,
dont la France à travers les équipes de Thales Alenia Space et à travers les sous-traitants qui ont développé une partie de l'électronique de vol, peut alimenter et propulser le vaisseau spatial sur près d'1,1 million d'un aller-retour sans défaillance critique. Chaque système dont les futurs équipages dépendront pour atteindre la surface lunaire a maintenant été testé avec des personnes à l'intérieur. Cela n'existait pas il y a 2 semaines. Et c'est important de s'arrêter un instant sur cette contribution européenne, parce qu'elle est souvent oubliée dans le récit américain d'Artemis. Le module de service qui fournit la propulsion, l'énergie, l'oxygène et le contrôle thermique d'Orion, c'est de la technologie européenne. Il est conçu et construit à Brême, en Allemagne, par Airbus Defence and Space. Mais il intègre des contributions de 10 pays européens. En France, plusieurs entreprises et laboratoires ont apporté leur expertise, notamment sur les systèmes de propulsion, sur l'avionique et sur l'intégration de certains composants critiques. Sans le module de service européen, Orion ne vole pas. C'est une pièce d'équipement essentielle, sans substitut facile, livrée par l'Europe en échange de quoi? En échange de place pour des astronautes européens dans les futures missions Artemis. Des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui, si tout se passe comme prévu, iront sur la Lune dans les années suivant le premier atterrissage. L'Agence spatiale européenne, partenaire historique de la NASA, a négocié ces places. Elle les a obtenues. Et elles attendent maintenant que le programme démontre, mission après mission, qu'il peut les honorer. Ce qui s'est passé il y a 2 jours est aussi, à sa manière, une victoire européenne, une validation du modèle de coopération internationale qui, depuis la Station spatiale internationale, permet à des pays qui n'ont pas, individuellement, les moyens d'envoyer des gens dans l'espace, d'y participer malgré tout. Red Wiseman a nommé un cratère en l'honneur de sa défunte épouse, Carol, pendant le survol lunaire. Un geste personnel qui n'avait rien d'officiel, mais qui n'en était pas moins poignant. Carol est décédée avant qu'elle ne puisse voir son mari partir pour cette mission qui l'attendait depuis des années. Et lui, en passant à quelques milliers de kilomètres de la face cachée, a demandé à ses coéquipiers la permission de donner son nom à un petit cratère qu'il pouvait voir par son hublot. L'équipage a nommé un autre cratère, d'après leur vaisseau, Integrity. Dans un moment qui a pris même Houston au dépourvu, ils ont demandé la permission de le faire, et Houston a dit oui. Ces moments ont compté. Ils ont rappelé aux gens à quoi sert ce programme. Pas seulement à collecter des données, pas seulement à cocher des jalons techniques, mais à étendre l'espace où les êtres humains peuvent aller, ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent construire quand ils y arrivent, ce qu'ils peuvent laisser derrière eux, ce qu'ils peuvent emporter comme souvenir. Les noms sur une carte lunaire qui sera publiée dans des décennies ne sont pas juste de l'administration géographique. Ce sont des traces, ce sont des mémoires, ce sont des petites manières, humaines et fragiles, d'écrire qu'on était passé par là. Il faut aussi parler de ce que cette mission a révélé sur la manière dont ces 4 personnes ont travaillé ensemble. Parce que dans la culture populaire, les astronautes sont souvent représentés comme des machines presque, des héros sans émotion, capables de rester calmes dans n'importe quelle situation. La réalité est plus intéressante. Pendant 10 jours, Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont partagé un espace qui ne faisait pas plus de quelques mètres cubes d'habitabilité utile. Ils ont mangé, dormi, travaillé,
fait leurs besoins physiologiques, s'énerver, plaisanter, douter, espérer, parfois eu peur, parfois été émerveillé. Tout cela dans un environnement où aucune erreur n'est pardonnée. Leurs personnalités, très différentes, ont fini par former une unité cohérente, précisément parce qu'ils avaient été entraînés pour cela pendant des années. Les psychologues de la NASA, qui s'inspirent en partie des méthodes de sélection et d'entraînement développées dans d'autres agences spatiales, y compris par le CNES et par l'Agence spatiale européenne, savent qu'une équipe en vol long courrier ne doit pas seulement être composée de bons individus. Elle doit être composée d'individus qui fonctionnent bien ensemble. Et ce travail d'alchimie humaine est presque aussi important que le travail d'ingénierie sur les machines. On a vu, pendant la conférence de presse, comment les quatre s'appuyaient les uns sur les autres. Comment Wiseman, le commandant, laissait les autres répondre aux questions qui touchaient à leur domaine d'expertise. Comment Koch et Glover se jetaient parfois des petits regards complices. Comment Hansen, le plus discret des quatre, intervenait avec une précision tranquille quand quelque chose devait être clarifié. Cette équipe, on ne la verra jamais retourner ensemble dans l'espace. Les astronautes de la NASA sont habituellement réaffectés à des rôles au sol ou à d'autres missions, après une grande mission comme celle-ci. Mais pour toujours, ces quatre personnes partageront quelque chose que personne d'autre vivant aujourd'hui ne partage avec eux. Elles ont été ensemble près de la Lune. Elles ont vu le Soleil disparaître derrière elles depuis l'autre côté. Et elles sont rentrées ensemble. 15 mois à partir de maintenant, si tout tient, un autre équipage grimpera à bord d'Orion. Ils ne voleront pas vers la Lune. Ils resteront en orbite terrestre et s'entraîneront à s'amarrer à un atterrisseur qui est censé emmener l'équipage suivant à la surface. Ce n'est pas glamour. Cela ne battra pas de record de distance. Cela ne fera peut-être même pas la tendance sur les réseaux sociaux plus d'une journée. Mais c'est la mission qui rend tout le reste possible. Et après cela, les atterrissages commencent. L'un après l'autre, à peu près chaque année, chacun construisant sur le précédent, chacun laissant un peu plus d'infrastructures derrière lui, des systèmes d'énergie, des relais de communication, un rover, un habitat, un réacteur, des pièces d'une base qui, si le plan de la NASA survit au contact avec la réalité, deviendra le premier avant-poste humain permanent au-delà de la Terre. Je veux qu'on prenne un instant pour mesurer ce que cela signifie. Vraiment, le premier avant-poste humain permanent au-delà de la Terre. Pas une visite, pas une excursion, pas un drapeau planté et une boîte d'expérience laissée derrière. Un endroit où des gens vivent en alternance, où ils dorment et se réveillent et mangent, où ils mènent des expériences que personne n'a encore imaginées, où certains d'entre eux tomberont malades, peut-être, où certains d'entre eux verront des choses qu'aucune caméra robotique ne pouvait enregistrer, où certains d'entre eux, peut-être, pleureront parce qu'ils pensent à ceux qui leur manquent sur Terre et qui sont, soudain, aussi loin qu'une pensée peut voyager. Un endroit où l'humanité aura, pour la première fois de son histoire, une deuxième adresse. Ce n'est pas une image, c'est un fait logistique. Le jour où la première personne passe une semaine continue sur la Lune, dans une base qui possède son propre nom, son propre numéro de dossier administratif, sa propre procédure de relève, ce jour-là marque une rupture dans notre histoire d'espèce. Une rupture aussi importante que le moment où nos ancêtres ont pour la première fois
traverser un océan en se fiant à une carte plutôt qu'à la vue des côtes. Il faut aussi poser une question qui reste sous-jacente à toute cette aventure, la question du pourquoi. Pourquoi la Lune encore? Pourquoi maintenant? Pourquoi dépenser autant d'argent, risquer autant de vies, mettre autant de talents humains sur un seul objectif, alors que la Terre a tant de problèmes qui auraient besoin de ses ressources? Cette question est légitime et toutes les grandes agences spatiales, y compris l'ESA, y compris le CNES, ont eu à y répondre souvent devant des parlements, devant des journalistes, devant des citoyens sceptiques. Les réponses sont multiples et aucune n'est totalement satisfaisante. Il y a la réponse scientifique. Aller sur la Lune, et en particulier dans ces régions polaires jamais explorées, c'est collecter des données qu'on ne peut pas obtenir depuis la Terre. Des données sur l'histoire du système solaire primitif, sur l'origine de l'eau sur les corps planétaires, sur les conditions qui ont rendu la vie possible ici et qui, peut-être, l'ont rendue possible ailleurs. Ce sont des réponses que des sondes robotiques ne peuvent pas toujours fournir, ou que des sondes robotiques fournissent plus lentement que des êtres humains capables de décider sur place ce qui vaut la peine d'être creusé, ramassé, analysé. Il y a la réponse économique. Le spatial est devenu un secteur industriel majeur. Il génère des emplois, des brevets, des technologies qui se retrouvent ensuite dans notre vie quotidienne. Tout le monde utilise aujourd'hui des capteurs issus de la recherche spatiale, des algorithmes de correction d'images qui venaient de missions vers Mars, des matériaux qui ont été développés pour résister au vide et au froid des voyages lunaires. Les pays qui investissent dans l'exploration spatiale ne jettent pas leur argent. Ils cultivent des écosystèmes industriels dont les retombées se mesurent sur des décennies. La France le sait. C'est en partie pour cela qu'elle maintient une industrie spatiale nationale autour d'Ariane Group et de ses sous-traitants. C'est en partie pour cela qu'elle a investi dans Ariane 6 malgré les difficultés. Parce qu'un pays qui perd sa capacité à accéder à l'espace perd quelque chose qui ne se récupère pas facilement. Il y a la réponse stratégique. Le spatial, c'est aussi de la souveraineté, la capacité de lancer des satellites quand on veut, comme on veut, pour les raisons qu'on veut, sans dépendre de personne. La capacité de communiquer, d'observer, de naviguer, de mener des opérations civiles et militaires sans être à la merci d'une puissance étrangère qui pourrait, un jour, décider de couper le service. Et aller sur la Lune, pour une grande puissance, c'est une manière de dire au monde entier qu'on en est capable. Que quand on se fixe un objectif extraordinairement complexe, on peut le réaliser. C'est un message qui s'adresse à ses alliés et à ses rivaux. Un message qui a une valeur politique et diplomatique qu'aucun discours ne peut remplacer. Et il y a la réponse que certains appellent sentimentale, et qui est peut-être, au fond, la plus honnête. L'humanité va dans l'espace parce qu'elle en a besoin. Parce qu'il y a, dans l'espèce humaine, quelque chose qui ne se contente pas de ce qu'elle connaît. Quelque chose qui, depuis les premières migrations préhistoriques hors d'Afrique, a toujours poussé certains d'entre nous à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, de la mer, de l'horizon. L'exploration n'est pas une option pour nous, c'est une partie de ce que nous sommes. Et quand on cesse d'explorer, on se rétrécit. On devient une espèce plus petite que ce qu'elle pourrait être. Ce raisonnement ne convaincra pas un trésorier public qui doit équilibrer un budget national. Mais il explique
mieux que tous les arguments techniques du monde, pourquoi, génération après génération, des gens comme Wiseman, Glover, Koch et Hansen se présentent au concours d'astronautes, sachant très bien que la très grande majorité d'entre eux ne volera jamais, et qu'une partie de ceux qui voleront ne reviendront pas. Et il y a aussi une dimension civilisationnelle qu'il faut oser nommer. Les sociétés humaines, depuis qu'on a commencé à les observer avec un œil historique, ont toujours eu besoin de projets collectifs plus grands qu'elles-mêmes. Des cathédrales qu'on met 3 siècles à construire, des canaux qui traversent des continents, des barrages qui retiennent des fleuves, des accélérateurs de particules qu'on enterre sous des montagnes. Ces projets servent, bien sûr, des fonctions pratiques, mais ils servent aussi une fonction symbolique. Ils permettent à des millions de personnes qui ne se connaîtront jamais de se sentir reliées par une ambition commune. Ils donnent aux générations suivantes quelque chose dont elles peuvent être fières. Ils inscrivent un peuple ou une communauté internationale dans une histoire qui dépasse les vies individuelles. Le programme Artemis, comme Apollo avant lui, comme Ariane pour l'Europe, comme la Station spatiale internationale pour le monde entier, fait partie de cette catégorie. Ce sont des projets qui, vus de près, sont pleins de compromis, de ratés, de frustrations administratives et qui, vus de loin, deviennent des moments où une civilisation prouve qu'elle est capable de se lever au-dessus de ses disputes quotidiennes pour accomplir quelque chose qui la dépasse. C'est pour cette raison aussi qu'on y retourne. Parce qu'une humanité qui ne se fixe plus d'objectifs impossibles finit par oublier comment les atteindre. Et une humanité qui oublie comment atteindre l'impossible devient, petit à petit, une humanité plus fragile face aux défis qui l'attendent sur son propre monde. La transition écologique, la gestion des pandémies, la coordination internationale face aux grandes menaces existentielles, toutes ces questions demandent, au fond, la même chose que le voyage vers la Lune. Des équipes qui travaillent ensemble malgré leurs différences. Des ingénieurs qui font confiance à leurs méthodes. Des dirigeants qui tiennent leurs engagements sur le long terme. Et quelque part, une fois partagé que les problèmes apparemment impossibles peuvent être décomposés en sous-problèmes résolubles, puis résolus les uns après les autres, avec de la patience et de la rigueur. Aller sur la Lune, c'est en partie s'entraîner à résoudre le genre de problèmes qu'on aura à résoudre ici, sur Terre, dans les décennies qui viennent. Revenons à la question pratique. Qu'est-ce qui doit se passer, concrètement, dans les semaines et les mois qui viennent? D'abord, l'inspection complète de la capsule d'Artemis 2. Pas seulement le bouclier thermique. L'ensemble de la structure, les systèmes internes, le module de service, les parachutes, les systèmes de communication, tout. Chaque boulon, chaque câble, chaque capteur va être regardé. Certains composants vont être démontés et envoyés dans des laboratoires pour des analyses plus poussées. Cette inspection, qui a commencé il y a 48 heures, va se poursuivre pendant plusieurs mois. Ces conclusions vont directement alimenter les décisions pour Artemis 3. Si quelque chose d'inattendu est trouvé, quelque chose qui n'avait pas été prévu par les modèles et qui pourrait représenter un risque, il faudra le corriger. Et corriger quelque chose sur un vaisseau spatial, ce n'est jamais rapide. Ensuite, la certification des combinaisons Axiom. Ces combinaisons, qui seront portées par les astronautes à la surface de la Lune, sont développées par Axiom Space, une entreprise privée basée à Houston. Elles doivent être testées
dans des conditions qui simulent le vide, la radiation, le régolithe, la mobilité réduite, la durée d'utilisation, la gestion thermique. Des tests ont déjà été menés au Johnson Space Center et dans plusieurs centres d'essai. Mais il reste à les qualifier pour une utilisation opérationnelle réelle. C'est un processus long. Et c'est aussi un processus qui révèle parfois des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Le scaphandre Apollo, en son temps, avait connu des révisions majeures jusqu'à la toute dernière minute. Il n'y a aucune raison de penser que l'histoire d'Axiom sera différente. Ensuite, les vols d'essai sans équipage des atterrisseurs. SpaceX doit démontrer un atterrissage lunaire robotique complet avec son Starship, y compris les opérations de ravitaillement en vol. Blue Origin doit faire la même chose avec son Blue Moon. Ces vols sont actuellement prévus pour les mois qui précèdent Artemis 3. S'ils réussissent, la NASA sera dans une position beaucoup plus forte pour autoriser la mission habitée. S'ils échouent, la mission sera retardée, ou elle sera repensée pour fonctionner avec un seul atterrisseur, ou elle sera reportée jusqu'à ce que le problème soit résolu. Chaque scénario a des implications en cascade pour tout le reste du programme. Et pendant que tout cela se passe, il y a les préparatifs logistiques de la mission Artemis 3. L'assemblage du prochain SLS qui est déjà bien avancé dans le bâtiment d'assemblage vertical, la fabrication de la prochaine capsule Orion, la sélection de l'équipage, qui sera annoncée publiquement dans les mois qui viennent, l'entraînement de cet équipage, qui doit couvrir non seulement le pilotage du vaisseau, mais aussi les procédures complexes d'amarrage et d'inspection des atterrisseurs commerciaux, et la coordination avec les partenaires internationaux, y compris l'Agence spatiale européenne, qui continue de fournir les modules de service, et l'Agence spatiale canadienne, qui fournit le bras robotique Canadarm du programme. On ne parle pas assez de ces bras robotiques, d'ailleurs. Le Canadarm est devenu, au fil des décennies, presque un emblème du vol spatial habité. De la navette spatiale à la Station spatiale internationale, il a permis à des équipages successifs de manipuler des charges utiles de plusieurs tonnes avec une précision que les mains humaines, même dans des scaphandres souples, n'auraient jamais pu atteindre. Pour le programme Artemis, une version avancée de ce bras, appelée Canadarm 3, est en cours de développement. Il fournira des capacités robotiques pour les opérations lunaires, y compris l'assemblage de la base. C'est encore une des raisons pour lesquelles Jeremy Hansen, astronaute canadien, était à bord d'Artemis 2. Parce que le Canada a payé pour être là. Parce que le Canada contribue à l'effort collectif. Et parce que les règles non écrites de la coopération spatiale internationale disent que celui qui contribue au matériel reçoit des places pour ses astronautes. Il y a un aspect humain de tout cela qu'il faut aussi mentionner. Quelque chose dont on parle peu. Les familles. Les conjoints, les enfants, les parents, les frères et sœurs des astronautes. Parce que les missions comme Artemis 2, ce sont des missions pendant lesquelles les gens qui restent à la maison ne dorment pas très bien pendant 10 jours. Ils regardent les nouvelles. Ils lisent des mises à jour techniques qu'ils ne comprennent pas toujours. Ils essaient de rester forts pour leurs enfants. Et ils attendent. Il y a un rituel dans les familles d'astronautes qui n'a pas vraiment changé depuis Apollo. Certaines familles se réunissent dans des maisons louées près du centre de contrôle de mission. Certaines préfèrent rester chez elles et regarder les retransmissions en direct. Certaines fuient les caméras. D'autres les embrassent parce qu'elles veulent que le nom de l'astronaute
soit entendu, que sa mission soit connue, que le travail qu'il ou elle fait soit compris. Pour Artemis II, les familles des 4 astronautes ont vécu 10 jours d'une intensité particulière. La famille de Red Wiseman, qui a perdu Carol quelques années auparavant et qui l'a vu voler vers la Lune avec, presque, un fantôme à ses côtés. La famille de Victor Glover, sa femme et ses filles, qui ont pleuré devant les caméras au moment où on leur a confirmé que l'équipage était hors de l'atmosphère après la rentrée. La famille de Christina Koch, qui avait déjà survécu à l'inquiétude des 328 jours passés par elle dans la Station spatiale internationale, et qui savait donc, mieux que quiconque, ce que c'est d'attendre quelqu'un qui est très, très loin. La famille de Jeremy Hansen, ces enfants qui ont grandi en voyant leur père se préparer pour une mission qui, pendant des années, n'avait qu'une date et pas encore de réalité, et qui ont finalement vu cette date devenir un jour vraiment vécu. Ces familles vont continuer à vivre leur vie maintenant. Les astronautes vont rentrer chez eux après leurs bilans médicaux. Ils vont revoir leurs proches. Ils vont essayer de se réadapter à la gravité terrestre qui, après 10 jours, pèse lourdement sur des corps qui s'étaient habitués à la pesanteur. Et ils vont commencer à digérer ce qu'ils ont vu. Parce que ce qu'on a vu, en tant qu'astronaute, pendant une mission lunaire, ça ne se digère pas en un jour. Les astronautes d'Apollo, des décennies après leur retour, parlaient encore de leur mission comme de quelque chose qui continuait à les changer. Certains sont devenus religieux après avoir vu la Terre depuis la Lune. D'autres sont devenus plus politiques, plus engagés sur les questions environnementales, parce que la fragilité de notre planète, vue depuis 200 000 kilomètres, leur avait sauté aux yeux d'une manière qu'aucun discours n'avait jamais réussi à faire. On verra, dans les années qui viennent, comment Wiseman, Glover, Koch et Hansen seront changés par ce qu'ils ont vécu. Mais ils seront changés. Cela, c'est certain. Et pendant que les astronautes digèrent leur expérience, le programme continue. Implacable, méthodique, avec ses échéances, ses réunions, ses revues de conception, ses tests. Quelque part dans le Texas, sur une base d'essai, SpaceX fait tonner les moteurs Raptor de son prochain Starship. Quelque part dans l'État de Washington, chez Blue Origin, des techniciens assemblent les systèmes de propulsion du Blue Moon. Quelque part en France, dans une usine de Thales Alenia Space à Cannes, des ingénieurs travaillent sur des composants qui serviront peut-être dans une prochaine mission. Quelque part au centre spatial Kennedy, un modèle d'entraînement d'Orion est utilisé par un autre équipage en formation. Des milliers de personnes travaillent en parallèle, chacune sur son morceau de problème, et toutes ces petites pièces finissent par s'assembler en mission qui, vue de loin, semble presque magique, mais qui, vue de près, sont des accumulations de travail patient, discipliné, souvent ingrat, parfois brillant. La question n'est plus de savoir si nous pouvons retourner sur la Lune. On vient de prouver qu'on le peut. La question, maintenant, c'est de savoir si nous pouvons y rester, si nous pouvons transformer des visites en présence, si nous pouvons construire quelque chose qui dure plus longtemps qu'une mission, si nous pouvons, en fait, franchir le seuil psychologique et technique entre explorer et habiter. C'est une distinction qui peut sembler subtile, mais qui, pour des civilisations entières, a été la différence entre un empire qui s'éteint et une espèce qui s'étend. Les Vikings ont atteint l'Amérique du Nord des siècles avant Christophe Colomb. Ils y ont même construit des camps. Mais ils n'y sont pas restés. Et parce qu'ils n'y sont pas restés,
Leur exploit a été oublié pendant des siècles. Les expéditions qui comptent dans l'histoire humaine ne sont pas celles qui font une fois le voyage. Ce sont celles qui le font assez de fois pour que le lieu visité finisse par faire partie du monde ordinaire. La course de retour vers la Lune a duré des années. Ce qui a changé il y a 2 jours, c'est qu'elle se sent enfin réelle. La capsule est rentrée. L'équipage est en sécurité. Les données sont en train d'être collectées et la prochaine fusée est déjà en cours de construction. Ce qui reste à faire reste énorme. Mais ce qui a été fait, vraiment fait, avec des personnes à l'intérieur, n'est plus une hypothèse. C'est un fait. Et les faits, en ingénierie comme en histoire, pèsent beaucoup plus lourd que toutes les hypothèses du monde. Un fait vous permet de construire sur lui. Vous pouvez appuyer votre prochain plan sur un fait. Vous ne pouvez pas appuyer un plan sur un espoir. Il y a quelque chose, enfin, qu'il faut dire sur la manière dont cette histoire sera racontée, dans les décennies et les siècles qui viennent. Si tout se passe comme le plan le prévoit, et si l'humanité finit vraiment par construire une base permanente sur la Lune, les gens qui y vivront, les gens qui y naîtront peut-être, les gens qui regarderont la Terre se lever à l'horizon lunaire comme un bijou bleu suspendu dans un ciel sans atmosphère, ces gens-là se tourneront un jour vers le passé et chercheront à comprendre comment tout cela avait commencé. Et ils trouveront, dans les archives, une date. Le 1er avril 2026, le décollage d'Artemis II depuis le Kennedy Space Center. Le 6 avril, l'éclipse totale vue depuis la face cachée. Le 10 avril, l'amérissage dans le Pacifique après 10 jours de vol. Ils trouveront des noms. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Ils trouveront des images, des visages de ces 4 personnes prises avant et après la mission. Et ils comprendront, peut-être mieux que nous qui vivons ces événements en direct, que ce moment a été le moment où l'humanité a enfin, après un demi-siècle d'absence, recommencé à aller là où personne ne nous attendait. Ils comprendront aussi, peut-être, quelque chose qui nous échappe en partie, à nous qui sommes dans le tourbillon du présent. Ils comprendront que nous avons vécu à une époque charnière, une époque où l'histoire spatiale se fabriquait en temps réel, sous nos yeux, pendant qu'on vaquait à nos occupations quotidiennes. Ils se demanderont, peut-être avec une certaine nostalgie, ce que nous ressentions en regardant Artemis 2 amérir, sans savoir encore si la suite du plan tiendrait ou s'effondrerait. Ils se demanderont si nous avons pris le temps de mesurer ce que nous étions en train de voir. La plupart d'entre nous, il faut l'admettre, ne l'ont pas fait. Nous avons regardé quelques images, lu quelques articles, puis nous sommes retournés à nos vies. C'est ainsi que fonctionne l'attention humaine dans un monde saturé d'informations. Mais il y en a, parmi nous, qui ont compris. Des enfants qui ont regardé le décollage avec les yeux écarquillés. Des adolescents qui, en entendant le nom de Victor Glover, se sont dit que, peut-être, oui, eux aussi pourraient un jour postuler à un concours d'astronautes. Des adultes qui, en voyant le visage de Christina Koch à la descente d'hélicoptère, se sont dit que le plafond de verre qu'ils essayaient de briser dans leur propre vie n'était peut-être pas aussi solide qu'ils l'imaginaient. Ces étincelles-là, ces moments d'inspiration silencieuse, comptent. Elles comptent peut-être plus que toutes les données techniques collectées par la mission, parce qu'elles sont le carburant humain qui fera exister les missions suivantes. Les ingénieurs qui travailleront sur Artemis 10, Artemis 20,
Artémis 50 sont peut-être en ce moment même en train de regarder une rediffusion de l'amérissage dans une salle de classe quelque part en France, au Japon, au Brésil, au Nigeria. Et quelque part dans leur tête, une petite voix est en train de leur dire « C'est ça que je veux faire de ma vie ». C'est toujours comme ça que les grandes aventures humaines recrutent les générations qui les poursuivent. Pas par des campagnes de communication, par des moments qui entrent dans la mémoire et qui n'en ressortent plus. Rien n'est garanti. Les atterrisseurs peuvent échouer. Les budgets peuvent s'effondrer. Les priorités politiques peuvent changer. Une catastrophe, à un moment donné, peut tout remettre en question. Ce sont des vérités que n'importe quel responsable du programme Artemis reconnaîtra si on lui pose la question honnêtement. Mais aussi, et c'est ça qui change tout, rien n'est impossible. Parce que nous venons de le faire. Nous venons de voir 4 personnes aller près de la Lune et revenir. Nous venons de voir, encore une fois, que cette espèce bizarre appelée humanité peut, quand elle le décide vraiment, faire des choses que les générations précédentes auraient pensé impossibles. Et si nous pouvons faire cela, nous pouvons faire la suite. Nous pouvons faire les atterrissages. Nous pouvons construire la base. Nous pouvons, éventuellement, un jour, quelque part dans le futur qui vient, transformer la Lune en un lieu que les êtres humains appellent, au moins en partie, chez nous. La capsule est rentrée. L'équipage est sain et sauf. Les données sont en cours de collecte. Et la prochaine fusée est déjà en train d'être construite. La question n'est plus de savoir si on peut revenir sur la Lune. On vient de prouver qu'on le peut. La question maintenant, c'est de savoir si on peut y rester. Et la réponse à cette question, personne ne la connaît encore. Elle sera écrite lentement, mission après mission, boulon après boulon, dans les quelques années qui viennent. Et nous serons là, vous et moi, pour regarder cela se passer en direct. C'est un privilège qu'il ne faut pas sous-estimer. La plupart des générations humaines qui nous ont précédés n'ont jamais rien vu de pareil. Et la plupart des générations qui nous suivront tiendront ce que nous sommes en train de voir pour un acquis. Nous sommes au milieu. Nous sommes au moment exact où quelque chose commence. Et ça, si on prend la peine d'y réfléchir un instant, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire.